J'ai créé mon entreprise et je me suis dit, waouh, c'est là où la vie est venue, la vraie vie a commencé. C'est là que les vraies choses commencent. Quelles sont les leçons finalement que tu tires d'avoir quitté le salariat pour te mettre dans l'entrepreneuriat? Chaque personne a le droit de choisir ce qu'il veut être et ce qu'il veut faire. Plus l'entreprise est grosse, moins vite elle te paye. Elle te paye. Pour toi, pour un entrepreneur, le réseau, ça représente quoi? La vie. Si tu as une super idée et que tu n'as pas de partenaire, tu n'as pas de business. Même si tu as de l'argent, tu n'as pas des personnes, tu n'as pas de business. Si tu as des marchandises, que tu n'as pas de clients, tu n'as pas de business. C'est ça. Je sais gagner de l'argent, mais je sais aussi les dépenser. Mais comment j'apprends à savoir l'économiser ou à savoir l'investir? L'argent, tu ne l'as pas. Tu dois le produire. Donc c'est pour ça, il faut toujours respecter les petits clients. Mais moi, j'ai jamais peur de perdre de l'argent parce que je sais que je vais toujours le regagner. Je me rappelle une fois, j'ai une banque qui est venue me voir, on peut vous prêter de l'argent, mais ils me disent on vous prête $10 000. J'ai dit, bah, $10 000. J'en ai pas besoin. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un d'assez extraordinaire dans ce podcast. Je vous assure, récemment, j'ai entendu son nom partout. Je pense que vous l'avez aussi entendu. Nabou Fall. Je passe à gauche, j'entends Nabou Fall. À droite, Nabou Fall. En haut, Nabou Fall. Quand il m'arrive d'aller un peu en bas, j'entendais aussi Nabou Fall. Devant, Nabou Fall. Derrière, Nabou Fall. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur Nabou Fall. Des choses que je ne pourrais même pas dire ici, mais on va la laisser lui dire elle-même. On va la découvrir. Le but, c'est de savoir, mais qui est vraiment Nabou Fall? Quelles sont ses réussites, ses échecs, ses secrets de réussite et tout ce qu'elle pourrait partager, comme par exemple son rapport à l'argent. On parle de tout aujourd'hui, sans faux-fillant, sans filtre, tout simplement en toute sincérité. Bonjour Nabou Fall. Bonjour Jean-Yves. Bonjour, merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui. C'est un vrai plaisir pour moi de t'avoir sur ce plateau, dans ce podcast. Ben, merci pour l'invitation, c'est un plaisir aussi d'être là. Ok, bon, il y a ma grand-mère qui regarde parfois mes vidéos. Mais par contre, je pense qu'elle ne doit pas se dire ou elle doit se dire qui est Nabou Fall. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter? Comment tu te décris? Alors, je me décris comme une Africaine qui a à cœur le narratif du continent. Donc, tout ce que je fais tourne autour de l'humain et du narratif du continent. Tout simplement. Tout simplement. Et donc, tu es Nabou Fall. Nabou Fall, c'est ton vrai prénom. Oui. D'accord. Et tu nais où? Tu commences comment? Alors, je suis né à Dakar. D'accord. Je suis né à Dakar, au Sénégal, et très jeune, j'ai eu à aller vivre en France. Enfant. Après, je suis revenu au Sénégal pendant 2 ans où j'ai vécu. Après, je suis venu vivre en Côte d'Ivoire depuis que j'ai l'âge de 10 ans. De 10 ans. Et après, bien sûr, j'ai voyagé. Tu as voyagé, mais aujourd'hui, tu vis exactement où? Abidjan. Je suis basé à Abidjan, mais tu voyages pas mal quand même. Je voyage beaucoup pour le travail, mais je suis basé à Abidjan puisque, bon, pour moi, c'était logique. Mes amis sont ici, j'ai commencé à travailler ici, j'ai grandi ici, donc voilà. Ok. Pourquoi tu décides de choisir du coup de rester à Abidjan pendant que tu peux rester ailleurs? J'étais à Kinshasa, j'étais à Brazza, j'ai vécu dans pas mal de pays. J'étais en expatriation en Afrique centrale dans le cadre de mon travail. D'accord. Et après, je me suis dit, Abidjan, c'était l'environnement le plus safe. Pour sortir de ma zone de confort, je revenais dans une zone de confort. C'est ça. Voilà. Ok, on parlera de ton saut du salariat à l'entrepreneuriat. Mais avant, c'est bien intéressant de savoir qu'est-ce que tu as fait dans le salariat. Donc toi, tu as gravi tous les échelons dans le salariat avant de sauter le pas. Qu'est-ce que tu as fait exactement comme formation avant de te retrouver dans des grandes entreprises qu'on pourrait citer et ensuite d'avoir fait le saut? Alors, ma formation n'est même pas en rapport avec le travail que je fais. Ah bon? Non, parce que je suis de formation, en tout cas, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique. Ok, c'est une informaticienne qui est là comme ça. Oui, donc tu codais, tu développais et tout ça? Je développais, je faisais exactement. Et ensuite, j'ai fait un master en contrôle de gestion finance. D'accord. J'ai un 3e cycle en finance. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans le marketing et de la vente toute ma vie. Toute ta vie. Donc, tu commences dans quelle entreprise, dans quel pays? Je commence à Abidjan. Abidjan, d'accord. Dans une société de télécom. Je ne sais pas si je peux la nommer. Je pense, vas-y. Il n'aime pas sponsoriser. Ah bon, ok. Non, c'est pas grave. Je blague. J'aime bien les taquiner. Non, j'ai commencé avec, à l'époque, à MTN. C'était la première entreprise où j'ai commencé à travailler. En tant que chef de division marketing, tout de suite. Donc, c'était au début de l'entreprise. Je me suis formé sur le terme marketing. Je n'y connaissais pas grand-chose. D'accord. Donc, j'ai appris. Mais comme c'était un compromis entre les télécoms et le marketing, puisque j'étais ingénieur réseau et système, donc je me suis dit, bon, je vais essayer de voir. J'avais besoin de faire quelque chose qui me permette d'être avec des humains. Parce que quand on fait du développement, on est seul. Quand on est informaticien, on est très en code,
J'avais fait ça pendant toutes mes études. J'avais juste besoin et de par ma personnalité, j'ai besoin de... D'accord, mais informaticien, on a l'impression, surtout avant, que c'était réservé qu'aux hommes. Donc, tu travaillais avec beaucoup d'hommes déjà? Oui, j'étais dans ma classe, il n'y avait pas beaucoup de femmes, mais bon, ça m'a jamais dérangé. Ça t'a jamais dérangé, tu étais habitué, quoi. Oui, donc j'ai commencé là et après je suis allé en expatriation dans la société qui s'appelle MTN aujourd'hui au Congo-Brazza. D'accord. J'ai travaillé comme directeur marketing et commercial. Ah ouais. Et ensuite je suis allé en expatriation en RDC pour travailler pour une filiale de Vodacom qui s'appelle Deux Fois Técom où j'étais DGA, directeur général adjoint. C'est la société qui à l'époque faisait la plus grande distribution de tous les produits Vodacom en RDC. Wow. Et donc j'étais DGA, je suis devenu directeur général aussi de cette entreprise. Et ensuite, ayant travaillé longtemps dans le secteur des télécoms, j'avais besoin de nouveaux challenges. Alors, mais t'arrives jusqu'à ce niveau-là. Je pense que le salaire aussi suit tout ça. Et à quel moment tu t'es dit que j'ai envie de lâcher tout ça pour me lancer dans l'entrepreneuriat? Parce qu'on sait tous ce que ça représente. Parce qu'on était hyper bien payé. C'est des salaires, tu connais. Oui, c'est ça. Des salaires d'expatriation, tu connais pas le prix de ta maison, on te donne une voiture. Donc, mais à un moment, j'ai fait plusieurs startup phases. J'ai fait le lancement ici de MTN, j'ai fait le lancement au Congo-Brazza. À RDC, j'étais là pour redresser et restructurer la société et réorganiser. Donc, c'était un start fresh. Mais au bout d'un moment, quand on arrive en vitesse de croisière, le type de personnalité que j'ai, je suis quelqu'un qui a besoin de se challenger, d'être challengé. J'ai besoin de challenge. Donc, je me suis dit, je suis dans un environnement où il peut y avoir des opportunités. Pardon, j'ai créé mon entreprise. Et c'est là où la vie est venue, la vraie vie a commencé. C'est là que les vraies choses commencent. Donc, tu crées ton entreprise en RDC. À Kinshasa. À Kinshasa, de quoi? Dans quel domaine? Alors, je commence une entreprise dans la communication et je me spécialise dans la régie des panneaux publicitaires. Des panneaux publicitaires. Ça, normalement, ça donne de l'argent. Non, ça donne de l'argent. Je ne peux pas dire. J'ai gagné de l'argent dans ce secteur. Je ne peux même pas parler. J'ai eu des années où mon chiffre d'affaires dépassait $1 million. D'accord. Ça, il n'y a pas de souci. On est assez connus. Ceux qui sont à Kin connaissaient bien ma boîte, Viséo, j'avais Airtel, enfin, toutes les grands opérateurs. Mais le challenge que j'avais, c'était le financement toujours, parce que je réinvestissais tout ce que je gagnais. C'est ça. Et on n'était pas encore pire en RDC dans un environnement où on te donne de l'argent. Je me rappelle une fois, j'ai une banque qui est venue me voir, on peut vous prêter de l'argent, mais ils me disent on vous prête $10 000. J'ai dit, $10 000. $10 000? J'en ai pas besoin, parce que je préfère quand j'ai un 50 000, un 100 000 ou un 150 000 $ qui rentrent, je réinvestis. Donc c'est vraiment une stratégie et c'est là où on apprend que tu gagnes pas d'argent sans argent. Pour quelqu'un qui sortait d'entreprise, la transition était dure. C'est ça. La transition et la compréhension de ce que c'était que l'entrepreneuriat, en fait. Mais du coup, comment tu vis cette transition? Parce que là, tu démissionnes de ta boîte où tu es salarié, tu quittes et tu commences du coup ta boîte de l'autre côté. C'est quoi les premiers challenges que tu rencontres? Les clients, c'est dur. Les clients? Non, parce que quand on a l'impression que on a un super réseau, on connaît des gens, on va trouver du business tout de suite quand on est entrepreneur. C'est faux. Tu arrives dans l'entreprise, tu es la personne qui était intéressante quand elle était directeur, elle n'est pas aussi intéressante quand elle est entrepreneur. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand ils sont en entreprise, soyez sympas avec les entrepreneurs. C'est important. Soyez sympas avec les autres entrepreneurs parce que le jour où vous n'êtes plus là, c'est eux qui vont être vos clients, vos partenaires. Donc, j'étais sympa, Dieu merci, j'ai un bon réseau. Mais même là, tu te rends compte que tu dois avoir une stratégie claire mise en œuvre. Tu dois avoir une stratégie marketing, une stratégie de vente. Tu peux pas dire, je vais appeler tous les gens que je connais et puis je vais vendre. C'est pas vrai. Ça marche pas comme ça. Au début, j'ai cru que c'était comme ça, sincèrement. Deuxièmement, heureusement que comme je dirigeais des entreprises, j'avais appris la gestion des operating expense, des charges d'exploitation. Donc, je savais comment gérer. Mais même, c'est pas toujours évident parce que l'argent, tu ne l'as pas. Tu dois le produire. Il faut qu'il vienne de quelque part. Mais on se dit que tu as été jusqu'à DG. Donc, normalement, tu devais avoir une bonne épargne pour pouvoir... Oui, non, mais c'est mon argent que j'ai mis dedans. Mais l'épargne, là, quel que soit l'argent, ça finit un moment. Non, j'avais de l'épargne. Ça, c'est pas... J'ai investi, c'est avec mon épargne que j'ai démarré mon business. J'ai démarré avec mon épargne. J'avais un partenaire aussi, un associé. Donc, tous les deux, on a mis dedans. Mais c'est pas facile parce qu'au bout d'un moment, l'épargne, ça s'amenuise, ça diminue. Mais comme je dis toujours en entrepreneuriat, c'est quand tu penses que ça va plus aller, qu'il y a tout d'un coup, il y a un client qui vient et qui te dit, écoutez, on voudrait que vous nous mettiez des panneaux pour $50 000 ou pour $100 000. Et là, ça change tout. Mais cet argent, quand tu l'as, il est pas pour toi parce que tu commences à bien travailler. Je me rappelle, paix à son âme, il y avait le responsable directeur marketing de Airtel à l'époque qui m'appelle et me dit, écoute, voilà, on voudrait que tu nous implantes des panneaux au Kasaï, au Katanga, en Ituri. J'ai dit, OK, mais ils vont pas me payer.
Donc, c'est l'argent que j'ai là, que je viens de gagner là, que je dois réinvestir pour mettre dedans. C'est ça. C'était tout le temps, tu es tout le temps en flux tendu. Dès que ça rentre, ça sort là. Ça. Et sans compter à tous les challenges qu'il y a autour. Mais j'ai eu Orange comme client, j'ai quand même un bon portefeuille client, mais plus tu as des bons clients, et plus tu as besoin d'argent. C'est ça. Et plus là, tu travailles en B2B, donc forcément, il y a des retards de paiement. Il y a des retards de paiement, et ça, c'est une autre leçon que j'ai apprise. Plus l'entreprise est grosse, moins vite elle te paye. Donc c'est pour ça, il faut toujours respecter les petits clients. Parce que ce sont les petits clients là. Quand ça chauffe, c'est eux qui gèrent. C'est avec leurs petits montants là qu'eux ils pensent que c'est petit. C'est ça qui te sauve pour payer tes charges, pour payer tes salaires, etc., etc. Il faut savoir qu'Kinshasa c'est très cher. C'est ça. Les loyers sont excessifs. Tout est en dollars d'ailleurs. Tout en dollars. Pour vous dire. Minimum, j'avais à peu près 5 à 6 000 dollars de loyer par mois parce que j'avais un atelier où on construisait de la métallique. J'avais une maison où j'entreposais mes machines. Parce que je suis allé en Chine aussi importer, faire fabriquer des panneaux, etc. Donc, j'avais une grande vision, quoi. Okay. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être dans ton cas, il y a quelques années. Quelles sont les leçons finalement que tu tires d'avoir quitté le salariat pour te mettre dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est quelque chose que tu auras fait ou refait s'il le fallait? Je pense que je l'aurais refait. C'est vrai qu'au début, j'hésitais. Il y a eu une période quand même pendant 1 an, 2 ans, d'abord de vache maigre, qui n'est pas facile. On parle de quelle année à peu près? 2007, 2009. 2007, 2009. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? J'étais en train de construire le business. Okay. Donc tu dois pas, tu as pas le même train de vie. Ton train de vie change, tu vois, parce que ton argent, tu le vois toujours en réinvestissement. Donc moi qui aimais bien, quand je suis salarié, je vais à Paris, je vais partout où je veux. Tu voyageais bien en plus DG et tout. Je dépense comme je veux, je fais ce que je veux. Là, c'est pareil. Tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Donc, de toute façon, j'avais beaucoup d'habits. Tu vas bisser tes sables jusqu'à... Non, c'est vrai. Tu es dans une autre dynamique. Parce que là, tu dois investir. Mais c'était intéressant. Parce que, et il y a des moments où je me suis dit, quand c'était dur, je me suis dit, écoute, j'ai un bon CV. Je sais que je peux trouver un poste de directeur dans n'importe quelle boîte de télécom. J'ai le réseau, j'ai le CV, je connais les gens, donc il n'y a pas de souci. Puis tu connais les parents africains. Chaque fois, ta maman va dire non, il faut aller chercher du travail. C'est ça. Tu les connais, non? Et comment tu as géré ça, du coup? Comment tu as géré la famille? Parce que tu quittes un poste quand même assez intéressant pour te lancer. Tu sais très bien que c'est difficile pour nos parents. Et ton enfant est directrice, et la directrice. Maintenant, non, elle n'est plus directrice d'une entreprise qui a zéro revenu. Donc, c'était pas facile. Bon, on gère. Hein. Mais comment tu arrives à les convaincre au final? Je vais pas aller ailleurs. Je sais que ça va aller. Je sais que ce sera dur. Et en plus, il faut savoir que l'environnement juridico-fiscal est pas facile en Afrique en général, et en RDC, c'est encore un autre level. Donc, je peux dire que j'ai appris tellement de choses. Déjà, il faut bien maîtriser la fiscalité. Erreur que j'ai faite quand j'ai recréé une entreprise ici, j'ai eu une mauvaise fiscaliste, une mauvaise comptable, parce que je me suis pas vraiment mêlé. Mais une bonne fiscalité, maîtriser ses charges d'exploitation. Vraiment, c'est important. Développer sa stratégie, la stratégie marketing qu'il faut pour faire marcher le business. C'est les grands termes que tu utilises. On va utiliser les termes simples, du coup. Un entrepreneur qui se lance. Pour toi, le plus important qu'il doit, la plus importante maîtriser ses dépenses. Penser. Voilà, d'accord. C'est ça que j'appelle. Maîtriser ses dépenses. Ne pas dépenser des choses inutiles. Se concentrer sur des dépenses qui sont utiles à la productivité de l'entreprise. Donc, c'est quoi comme dépenses? Des dépenses qui rapportent de l'argent. Okay. Je sais que si je dois avoir une commande de 10 choses, je vais plutôt, au lieu d'acheter des sachets pour faire beau pour le packaging alors que j'ai pas de budget, je vais d'abord investir sur ce qui est sur mon produit que je peux vendre. Ok, donc ce que tu es en train de dire, si on a plusieurs dépenses, pour les prioriser, il faut voir les dépenses qui rapportent l'argent tout de suite. Le plus vite possible. Ensuite, on voit le reste. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, quand je dis qu'il faut faire une stratégie marketing, c'est-à-dire que c'est pas forcément les gens que tu connais qui vont acheter ça. Je le dis toujours, nos amis ne sont pas forcément nos clients. Et ils sont pas obligés d'être nos clients d'ailleurs. Parfois, on lance une entreprise et puis on dit ils m'ont pas soutenu, ils n'étaient pas là pour. C'est pas grave, ils ont le droit. C'est clair. C'est comme toi, tu fais un fonds d'investissement, tu te dis ouais, il y a des gens que je connais, ils vont me confier l'argent. C'est des gens que tu ne connais même pas. C'est ça. Qui vont venir te trouver. Des personnes que tu je n'es même connais. pas étonné. Les gens que tu connais, c'est quand ils voient que maintenant ça marche, tout le monde est dans tes 3 mètres carrés qui veulent venir te parler. C'est ça. Alors que quand l'opportunité était là, ils en ont pas profité. Tu vois, donc c'est souvent ça. Donc il faut faire le travail, identifier ses cibles. Quels sont les canaux de marketing qu'on va avoir? Comment est-ce qu'on va établir sa stratégie? Comment est-ce qu'on va faire la communication de son produit? Quel packaging on va avoir? Comment on va l'appeler? Comment est-ce que je vais atteindre mes cibles? Vraiment faire le travail. Tu dois faire le travail, en fait. Okay. Et donc, la deuxième chose. Et la troisième chose, j'ai parlé de fiscalité.
il faut connaître la fiscalité. Ah bon? Pourtant, ça a l'air tellement compliqué pour Il faut avoir un bon fiscaliste. Okay. Tu n'as pas besoin d'être une experte en fiscalité, mais il suffit que tu aies une mauvaise personne. Là, j'ai un petit souci en ce moment parce que j'ai eu une personne qui m'a dit qu'elle est experte et qui m'a mis dans un problème. Bon, mon comptable est en train de rattraper. Mais je veux dire, pour moi, c'est la base. Parce que je me suis retrouvé à un moment où un jour, on m'a dit, on me redressait. J'ai tout vécu, avec ça. On aura le temps d'en parler. Ouais, mais bon, j'étais stressé au début, mais apparemment, il fallait pas être stressé. Tout le monde m'a dit, non, c'est rien, on est habitué. Il y a des façons de faire. On gère. J'ai dit, ah bon, moi, j'étais trop carré, quoi. Donc, et essayer le plus possible d'être en accord avec ça. Moi, j'aime être en accord avec ses obligations fiscales. C'est ça. Et comment choisir un bon fiscaliste, alors? Rapidement. Ça, c'est le challenge. On les essaye, ou par recommandation. C'est ça. Par recommandation. Parce que nous, on a eu ça au début de notre business, de notre incubateur. C'est ça. On n'a pas eu aussi la même chose, alors que mes associés, c'est des super consultantes qui ont travaillé dans des super... Mais on se dit, on a confié ça à quelqu'un qui sait faire, on n'a pas besoin de se mêler. Et à ce moment-là, quand on a voulu rentrer dedans, on a vu que... Et il m'est arrivé exactement la même chose. Donc, on a trouvé quelqu'un qui est bien et que... Voilà. Continue. Du coup, Visio, ça continue toujours au Congo? Visio est là. On a mon associé là-bas. Qui gère, donc tu as totalement délégué. Voilà. Et tu quittes le Congo pour venir à Abidjan en quelle année? Pour revenir à Abidjan. Pour revenir à Abidjan. Je reviens en 2016. 2016. Sur un coup de tête, comme ça. Ah bon? Comment? Pourquoi? Non, je me suis dit, parce que je me suis dit, si je ne fais pas l'effort, j'avais juste envie de revenir, mais on aime bien rester dans sa zone de confort. Donc un jour, j'ai dit, je suis venu en vacances, je suis reparti à Kinshasa et puis j'ai dit à mes enfants, et si on repartait à Abidjan? On est revenu, je les ai inscrits comme ça. Comme ça? Comme ça. Et quand tu viens, tu comptais sur quoi? Tu avais déjà un plan, rien du tout? Bon, après, tu as vécu à Abidjan, donc tu avais forcément quelques petits... Non, j'avais mes économies, donc je me suis dit, je vais voir ce que je vais faire. D'accord. J'ai pris une année sabbatique, j'avais besoin de souffler. Tu sais, l'entrepreneuriat, ce que je faisais, c'était très dur, c'était du non-stop, c'était beaucoup de pression, c'était tous les jours du stress. Tu es dans la gestion de problèmes quotidiens. J'avais besoin de souffler et puis j'avais besoin d'un autre business model. Ok, on aura le temps d'en parler. Ouais. On va souffler. J'ai une petite surprise pour toi. On va la montrer à l'écran. C'est bien toi, rassure-moi. Mais oui, c'est moi. Tu étais beaucoup plus jeune ici. Oui, il y a bien donc, je t'ai dit, on parlera de tout. Ah, c'est tes enfants déjà. Oui, les jumeaux. Ok, tu peux nous raconter un peu l'histoire derrière cette photo? C'était en quelle année? Il y a longtemps, je ne dis pas les années, sinon on va connaître mon âge. Mais c'est ce qu'on veut voir. Quand tu vois les questions. Je refuse. Non, c'était l'année où mes enfants sont nés. Tout le monde sait qu'ils sont nés en 2002. En 2002, donc c'est des jumeaux? Oui, c'est des jumeaux. Et là, c'était dans mon magasin. J'avais un magasin à Brazzaville. D'accord. Je faisais de la consultance et j'avais un magasin. Et un magasin pour enfants, j'importais des habits d'Inde pour enfants. Et de Paris, j'allais à Paris, j'achetais des trucs et tout. Tes tenues, tu les ramenais, quoi? Parce que j'étais dans les télécoms, mais j'avais décidé de prendre une pause parce que je venais d'accoucher et des jumeaux, c'est pas un enfant, quoi. Donc j'avais besoin de me poser aussi. Donc voilà, j'ai pris mon temps, je suis allé aux États-Unis, j'ai accouché tranquillement là-bas, je suis revenu, j'ai ouvert ma boutique, je suis allé à Paris faire mes courses. Je faisais ma petite... En tout cas, tu veux ta petite vie. Hein. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais peur d'investir. C'est ça. J'ai de l'argent, j'investis, ça finit, on travaille encore, on gagne. Ok, super. Mais on va profiter de cette photo pour parler quand même d'une question très importante. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la place de la femme, c'est dans la cuisine et c'est à la maison. Donc quand on voit ça, on va se dire, ah, Nabou, c'est bien, elle s'occupe des enfants, c'est super. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes qui pensent là? Je pense que c'est pas à des personnes de dire à la femme où est-ce qu'elle se sent bien et à quelle place elle se sent. Si une femme se sent bien à la cuisine et à la maison, c'est son droit. Si une femme se sent bien en dehors de la cuisine et de la maison, c'est son droit. Je pense que chaque femme a le droit de décider là où elle veut être et ce qu'elle veut faire et comment elle veut se sentir, comment elle se sent là où elle est. Si une femme a juste envie de rester à la maison, c'est absolument son droit. C'est ça. Pourquoi pas? Moi, j'ai des amis qui ont décidé, parce qu'elles se sont dit, j'ai envie de me concentrer, mon mari est très occupé, j'ai envie de me concentrer à l'éducation de mes enfants jusqu'à un certain moment. Et puis, pour moi, il n'y a pas de jugement à avoir, en fait. Parce que chacune sait pourquoi elle fait son choix. L'important, c'est que ce soit son choix. Super. Voilà. Je sais que tu es beaucoup dans l'empowerment des femmes, de leur donner le pouvoir et s'émanciper. Et qu'est-ce que tu penses bloque la plupart des femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que beaucoup veulent le faire, mais elles vont se dire, oui, je dois m'occuper de la famille, je dois m'occuper des enfants. Donc, il y a pas mal de blocages. Quel est, selon toi, le principal blocage qui fait que les femmes ont du mal, du coup, à se lancer dans l'entrepreneuriat ou tout simplement à être économiquement indépendantes? L'audace. L'audace. Tu penses que beaucoup de femmes manquent d'audace et de courage? Pas mal. On a quand même des barrières mentales qui sont construites dans notre éducation,
où on se dit qu'on doit être des petites filles parfaites. C'est ça. On nous prépare pour être de bonnes épouses, de bonnes mères, mais on ne nous prépare pas pour autre chose. Et pour sortir de ce carcan, de cette construction mentale qui est attachée et qui est complètement inhérente à notre façon de penser, on doit oser. On doit oser sortir de notre zone de confort et se dire, je peux apporter un complément, je peux... Et souvent, sincèrement, je le dis pas pour flatter, mais j'ai pas mal d'hommes quand même qui me confient leur femme, qui disent, il faut que tu parles à ma femme. Tu vois, je sens qu'il y a une volonté des hommes aussi de voir leur femme s'épanouir autrement et de faire des choses... Vraiment, jusqu'à l'autre jour, il y a un monsieur qui m'a dit, il faut que tu parles avec ma femme. Et il y a une dame qui m'a dit, c'est mon mari qui m'a dit de vous suivre. Vraiment, donc ça veut dire qu'il y a quand même un mouvement où les hommes aussi ont envie d'avoir en face d'eux une partenaire avec qui ils peuvent échanger sur d'autres sujets. C'est important. C'est important. Donc je vois vraiment, c'est peut-être pas là, mais en tout cas moi personnellement, j'ai pas mal d'hommes qui me disent ça aujourd'hui. Et je suis étonnée quand la dame m'a dit, c'est mon mari qui m'a dit de vous suivre sur les réseaux sociaux. Et c'est lui qui m'envoie vos vidéos. Je dis, waouh, votre mari, il dit oui. Et souvent c'est récurrent. Ou alors, écoute, je t'envoie ma femme, il faut que tu lui parles. Je veux qu'elle fasse quelque chose. Je suis prêt, mais j'ai envie qu'elle bouge et tout. Elle sait pas trop par où commencer. Et puis voilà quoi. Okay. Est-ce que tu te définirais comme une féministe? Je le sens, oui, je suis une féministe. Parce que être féministe, c'est permettre à la femme de faire les choix qu'elle veut pour être qui elle veut et comme elle veut dans la société. D'accord. Et t'es pas du coup partisane du féminisme qui dit les femmes doivent faire exactement ce que les hommes font. Je ne suis les femmes. Il n'y a pas de féminisme qui dit on doit. On doit pas dire à personne qu'il doit faire quelque chose. Chaque personne a le droit de choisir ce qu'il veut être et ce qu'il veut faire. L'important c'est le libre arbitre et le choix personnel. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'on impose quoi que ce soit à qui que ce soit. D'accord. Et c'est quoi, du coup, ton conseil ou tes conseils à toutes ces jeunes femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu leur dirais? Ayez plus d'audace. Ayez de l'audace. Allez-y, vous n'allez pas réussir du premier coup. Vous allez vous tromper, vous allez tomber, vous allez trébucher, mais formez-vous, informez-vous, structurez-vous et rapprochez-vous des gens qui connaissent. Allez dans des incubateurs, venez, on a plein de programmes gratuits à Impact Hub Abidjan. Moi, je suis étonné quand les gens me disent, mais on ne connaît pas. Je dis, mais j'adore, comme dirait, j'aime bien citer Edith Brou. Edith dit Google est ton ami. L'autre jour, j'étais très contente parce que je suis ambassadrice d'un programme avec Edith et d'autres personnes qui s'appelle DigiFemme. Et quand je suis allée, il y a une qui m'a dit, madame, on a fait une formation avec vous dans le cadre de je ne sais plus quel événement, et vous nous avez dit qu'il y avait ce programme, et je me suis inscrite aujourd'hui à ce programme, c'est parce que vous m'avez dit d'aller faire des recherches. Et ça fait du bien, quoi, d'entendre ça. De me dire, waouh! Tu vois, quelqu'un ça m'a fait beaucoup de bien. Ah, super. Ouais. Et pour beaucoup de femmes, c'est difficile quand même d'allier vie familiale et vie entrepreneuriale. C'est très dur. Il y a beaucoup qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais quand elles pensent qu'il faut qu'elles soient présentes pour leurs enfants, qu'elles fassent les tâches familiales, peut-être un peu ménagères. Toi, comment tu arrives à être une bonne mère et une bonne entrepreneur en même temps? C'est quoi tes secrets? Alors, le secret, je sais pas si c'est un secret, mais pour moi, c'est de chercher l'équilibre, de ne pas chercher l'équilibre qui est le secret. Moi, je dis l'équilibre est dans le déséquilibre et il faut oser demander de l'aide. Tu peux redire ça? L'équilibre est dans le déséquilibre dans la mesure où on peut pas tout faire, être bon dans tout au même moment. Donc, j'ai envie d'être avec mes enfants, je choisis un moment pour être avec mes enfants, il y a des rituels qu'on met en place. J'ai besoin d'aide pour mes enfants, je recrute des gens qui m'accompagnent et qui m'aident pour m'occuper de mes enfants. Voilà, et je peux saluer au passage toutes les femmes qui se sont mises, que je recrute, qui m'accompagnent. J'ai besoin de me reposer ou quoi. Je dis, voilà, mes enfants peuvent aller quelque part. Et souvent, les femmes ne demandent même pas d'aide à leurs compagnons. On est comme ça. Même s'il n'est pas occupé, on se dit, il va pas bien faire. Ok, ouais, c'est pas faux. On dit, non. Faut aussi, et c'est franchement, je fais pas l'apologie des, enfin, la talakou des hommes, mais ce que je veux dire, c'est que les hommes, quand on leur demande, finalement, ils veulent bien, même s'ils ne savent pas, on leur montre. C'est ça. Parce qu'en fait, on n'aime pas vous demander. Parce que vous faites toujours mal. Oui, mais comme on sait que vous allez dire qu'on fait mal, on préfère ne pas faire. Donc, on préfère, mais on a besoin d'aide. Donc, des fois aussi, on a besoin d'être aidé. Souvent, vous ne dites même pas. On ne le dit pas. C'est ça, vous ne dites pas. Vous voulez que nous, on devine. Je suis d'accord. Et on ne doit pas deviner. On doit s'exprimer. Et quand on ne fait pas, maintenant, vous êtes fâché. Je suis d'accord. Et tu viens de compliquer. C'est de ça qu'il s'agit. On est comme ça. Parler des choses ici. Non, on est comme ça. Ça, c'est vrai. C'est une réalité. On doit apprendre à exprimer nos besoins. On doit apprendre à exprimer nos besoins. Donc, comment, du coup,
vous pouvez plus exprimer vos besoins? Ou bien comment les hommes peuvent faire pour savoir que la dame, elle attend telle chose sans l'exprimer? Non. C'est quoi les petits secrets? Je suis pas d'accord. On peut pas dire, on veut pas qu'ils devinent. On doit s'exprimer. Il faut que les femmes arrivent à Moi, je le pense qu'il dire. faut qu'on arrive à l'expression parce que c'est comme ton voisin a acheté une nouvelle voiture à sa femme. Qu'est-ce que la femme fait? Tu as vu la voiture, la jolie voiture de Fanta là? C'est ça. C'est joli, hein? Tu as Donc, pas vu, ma voiture est fatiguée, hein? Donc ça, c'est pour dire, achète-moi une C'est pas une plus autre simple de voiture. dire, chérie, vraiment, je vois que tu as un peu... Il va te dire, écoute, là, je suis pas prêt. Mais non, On ça va gâche s'organiser. au final On va si elle doit s'organiser. demander, Non, certains pourquoi? disent. Non, pas au final, mais peut-être que c'est pas ça. Des fois, les hommes n'y pensent pas. On n'a pas le même schéma de pensée. On pense pas de la même façon. C'est pas faux. Des fois, tu fais palabre avec ton mari, ton conjoint, et puis il comprend même pas d'où vient le palabre, quoi. Le gars, il te regarde, il se dit, mais c'est quoi le problème de la femme, là? C'est ça. Mais lui, il n'a même pas vu de palabre. Donc, en fait, ça veut dire que c'est un problème de communication. Il suffit d'exprimer les choses. Écoute, voilà. Et il va te dire clairement, écoute, là, en ce moment, on n'a pas mis ça en priorité. Tu as ta voiture, on va gérer avec ça. Et puis, on va voir tranquillement comment on va s'organiser. D'ici l'année prochaine, on va structurer, on va s'organiser pour t'acheter une nouvelle voiture. Ça ne s'improvise pas non plus. Voilà. Okay. On parle de tout, hein. On a dit, donc aujourd'hui, Nabou Fall est en couple. Non, je suis plus en couple, là. Depuis quelques années. Depuis quelques années. Ouais. Donc c'est un gros cas à prendre. C'est vrai parce qu'on s'était rencontrés à une conférence et l'animateur a dit Miss Nabou Fall. Ouais, lui, il aime trop ça. Il aime bien savoir ce que dire. C'est mon frère. Et du coup, comment tu arrivais à gérer du coup l'entrepreneuriat et ta vie familiale ou ta vie amoureuse? En fait, est-ce que ça a eu un coup finalement? Non, parce que c'était mon associé. On avait une très très bonne. Tu as fait association avec ton mari, avec mon ex, ton ex, mon conjoint. Oui, c'était très bon? bien. Oui, c'était mon associé. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai de très très bonnes relations. On s'est séparés depuis quelques années, mais il n'y a pas de. On s'est séparés vraiment pas parce qu'on s'entendait pas, mais parce que voilà quoi. C'est des choses qui arrivent. Qui arrivent, d'accord. Donc. Pour éviter que ça arrive à d'autres personnes, peut-être qui sont dans l'entrepreneuriat. Non, mais c'est pas lié à l'entrepreneuriat. Je sais. Pas du tout. C'est autre chose. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec ça. D'accord. Et donc, aujourd'hui, avec les enfants, comment tu arrives à leur accorder du temps, à t'accorder du temps? Mes enfants sont vieux. C'est des adultes. Là, on a dit c'était en quelle année? Ça, c'était en 2002. En 2002. Donc là, ils sont bien grands. Donc, tu peux passer le temps maintenant à faire tes business. Tu as vu, non? Oui, ça, c'est clair. Voilà. OK. Donc, tu reviens à Abidjan. On va revenir sur l'histoire. Qu'est-ce que tu lances après ton année ou tes années sabbatiques? Alors, on a d'autres photos pour toi. Donc. Ouais. Alors, je lance un accélérateur, un incubateur en 2018. On travaille sur le projet. On commence en 2017, 2018 avec. J'ai été approché par une dame des gens qui sont devenus mes associés. D'accord. Je crée aussi la Viséo pour faire de la stratégie de com. Et c'est la même idée que le Congo, Viséo ou... Non, je voulais un autre business model parce que j'en pouvais plus, les panneaux. J'imagine. C'est ce que j'ai vécu. Je peux écrire. Je crois qu'il faut que j'écrive ce livre, Master in Doing Business in Africa. Ouais. J'appelle ça le MBA. Parce on aura besoin. C'est quelque chose quand même. Et puis voilà, j'avais déjà commencé depuis 2009. Je faisais de l'accompagnement, beaucoup en anglais. J'ai un site qui est en ligne. J'allais beaucoup au Nigeria accompagner les gens. Donc je me suis dit, why not the francophones? You know? Et puis voilà, j'ai repris ces activités-là. Garder la même expertise en communication, toujours la même chose, mais plus tourné vers l'humain que vers les entreprises. Et c'est ces mêmes entreprises que tu gères jusqu'à aujourd'hui? Ah oui, oui. Ok. C'est quoi les obstacles que tu as connus du coup en lançant ces entreprises ici en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest? Franchement, j'ai pas eu beaucoup de challenges parce que j'avais développé mon réseau. Je suis resté focus sur mon thème. En fait, c'est ça, le vrai truc, c'est d'être focus et de rester concentré. C'est pas parce que ça ne prend pas tout de suite qu'il faut laisser. Il faut y aller. Il faut être patient et il faut le faire. Et donc, je peux pas vraiment dire, à part les obstacles de bonnes ressources, toujours ce même, de ressources humaines, les mêmes obstacles qu'on connaît. Mais franchement, on a quand même des choses qui tournent pas mal. Ok. On va parler d'argent, de ton rapport avec l'argent juste après. Et je t'entends beaucoup parler de réseau. Pour toi, pour un entrepreneur, le réseau, ça représente quoi? La vie. La vie. Tu peux étayer. Si tu as des marchandises, que tu n'as pas de clients, tu n'as pas de business. C'est ça. Si tu as une super idée, que tu n'as pas de partenaire, tu n'as pas de business. Même si tu as de l'argent, mais que tu n'as pas d'idée, tu n'as pas de personnes, tu n'as pas de business. Le réseau, c'est ce qui permet de matérialiser une idée en business. Le réseau, c'est ce qui permet d'avoir de l'aide.
quand on a besoin de quelque chose ou de conseils. Le réseau, c'est ce qui permet de faire du brainstorming, de partager des idées et de confronter ces idées aux autres. Le réseau, c'est ce qui nous permet de développer un portefeuille client. Voilà. Ok. Et comment se faire un bon réseau? Beaucoup se demandent. Franchement, déjà être soi-même. Ça commence par la posture, en fait. C'est plus la posture que l'on a qu'autre chose. La posture que l'on a... Écoute, on s'est rencontrés à une conférence. Si j'avais peut-être une autre posture, tu m'aurais jamais invité. Peut-être, ouais. Mais il faut juste être authentique. C'est ça. On était avec les jeunes. Si on était là en train de jouer les grands tontons et les grandes tantas, tu vas dire ça, celles-là sont malins, là, elle croit qu'elle... Tu vois, juste être authentique. Ouais. Tu comprends ce que toi aussi, tu étais cool. Je dis, ah tiens, très sympathique, voilà, très agréable, beaucoup de contenu, des choses intéressantes, du bon partage, beaucoup de générosité. Déjà, rien que ça, tu as envie de parler avec des gens comme ça. Tu as envie d'être avec des gens comme ça. Donc, il faut que déjà que les gens aient envie d'être avec vous. Mais pour qu'on ait envie d'être avec nous, il faut qu'on soit généreux. C'est ça. Mais du coup, il y a beaucoup de jeunes, ils se disent, bon, d'où on peut en parler parce qu'on est entrepreneur, on est un peu déjà connu dans un certain sens. Mais un jeune qui n'est pas du tout connu. Ok, on est connu, il faut le dire. Ok, on est connu. Tu sais, les fausses modesties. Donc, on est connu, mais par contre, il y a des jeunes qui commencent à peine, qui veulent se créer un réseau. Ce serait quoi les conseils que tu leur donnerais à eux pour se rapprocher des personnes un peu connues? D'être persistant. Persistant. Et surtout d'être authentique et de développer une relation avec une connexion. Je le dirai jamais assez. Tu vois, on en a vu un jeune l'autre jour, tu te rappelles? Oui, je me rappelle très bien. Très sympa avec son épouse et tout. Et je l'ai revu à un autre événement où je suis allé donner un panel sur le networking samedi, il y a quelques jours. Et il était là, il m'a dit, mais tu m'as pas donné ton numéro. Comme il y avait moins de monde, était plus chill, je lui ai donné mon numéro. Et ce qu'il m'a dit quand il est venu me voir le jour-là, il m'a dit, écoute, dis-moi comment est-ce que je peux t'aider? Ça, c'est important. Un jeune qui te dit ça, Joe, tu te marques. Ça dit, pourtant, tu as tout le monde qui vient te demander des choses. Vouloir t'asseoir, t'expliquer un projet pendant 15 minutes. Tu sais de quoi je parle, tu le vis au quotidien. Tu le vis autant que moi. Les gens viennent te voir tous les jours. En plus, toi, tu as le mot investisseur. De toute façon, les gens viennent chercher l'argent chez toi. C'est compliqué. Donc, tu vois, tout ça, des jeunes qui sont généreux et qui travaillent. Il m'a envoyé son catalogue. Il pensait que j'allais pas répondre à son WhatsApp. J'ai répondu et tout. Et deuxième chose, la semaine dernière, j'étais à un événement aussi où il y a un jeune DIRCAB d'un ministère qui a dit quelque chose d'extraordinaire qui m'a beaucoup marqué. Il a dit aux jeunes, arrêtez de demander aux gens d'être vos parrains, vos marraines d'événements. Ces gens-là, ils ont plus à vous apporter. Dites-leur, venez parler à nos amis. Venez nous parler. Nous, on est prêts, mais vous ne demandez jamais ça. Jamais les gens t'appellent, les jeunes te viennent parler. Des fois, ils le disent, mais souvent, c'est parrain, marraine. On n'en peut plus. C'est pas ça le truc. Parrain, marraine, un peu de prestige, mais il n'y a pas de profondeur dans le partage. Alors que si vous dites, écoutez, on a une dizaine, est-ce qu'on peut venir parler avec vous, échanger avec vous? Oui. D'ailleurs, je me rappelle, il y a des entrepreneurs qui m'ont contacté pour ça, je les ai oubliés. Excusez-moi. Donc, vous avez le secret désormais pour non, mais c'est surtout ça, mais juste, et ne pas perdre le temps des gens. On n'a pas beaucoup de temps. Quand on est dans un endroit où il y a plein de personnes, on ne peut pas s'asseoir pendant 10 minutes pour vous écouter votre projet. Il y a d'autres personnes, on échange. Moi, je donne mon email, je réponds aux emails, je réponds aux gens, je communique. Quand les jeunes sont sur les réseaux sociaux, je vais causer sur leur page sans problème. Je suis très accessible, mais je veux pas qu'on me tienne la jambe parce que j'ai besoin de mon énergie aussi. C'est clair. Et selon toi, du coup, ce serait difficile pour un entrepreneur de réussir sans réseau? Est-ce que c'est possible? Non, c'est possible s'il a des collaborateurs qui ont du réseau. Ok, donc on n'est pas obligé d'utiliser son propre réseau. On peut utiliser le réseau des autres. Je pense pas qu'on le fait sciemment. C'est un jour quand les situations viennent qu'on se dit, écoute, j'ai besoin de ça, et puis on utilise. Moi, si demain j'ai peut-être envie de faire un truc ou quoi, je peux t'appeler. Tu vas me dire, écoute, moi je peux pas, mais je connais quelqu'un qui peut. C'est comme ça. C'est clair. Voilà. J'ai une deuxième photo pour toi. Deuxième image. On peut la montrer à l'écran. C'est moche là, vous aurez des photos. Non, t'inquiète, on a pris une belle image. Est-ce que tu peux nous raconter, c'était quelle histoire? Comment tu te sentais? Parce que même si les lions étaient rassasiés... Je me sentais puissante. Ah bon? Ouais. De quoi? Écoute, c'était en janvier de cette année. Hein? C'était déjà cette année? Dans janvier 2022. C'était où? Dans quel pays? C'était au Sénégal. D'accord. Dans une réserve où je suis allée me ressourcer pendant 6 jours avec mes enfants, au sud du Sénégal, à la frontière avec la Gambie. D'accord. Réserve comme en Afrique du Sud, faire un safari, faire des balades et puis aller la marche avec les lions.
Donc, raconte un peu, les lions, on s'assure qu'ils ont mangé d'abord. Oui, on les fait manger, on les mange, bien, ils mangent beaucoup. Ils mangent un demi-âne chacun. Quand même chacun. Ouais, donc oui. là, ils sont bien rassasiés. Ils sont rassasiés. Et puis, on est tout un groupe, je suis pas seul. D'accord. J'ai un de mes fils qui a refusé. Il a dit vraiment. Ah non, même moi-même, j'ai refusé. Il dit que lui, vraiment, il va rester là où il y a les tortues, c'est bon. Moi, je suis parti au Bénin, j'ai vu le serpent sur mon cou, là. Moi aussi, j'ai fait ça. Ah, non, J'étais avec eux aussi, 2 peureux. Ils ont dit non, maman, les serpents. Je suis allé à Ouida. T'avais pas peur? Je sais pas sur le moment, non. Pas sur le moment. Non. À quel moment t'as eu peur? Non, j'ai même pas eu peur. C'est quand j'ai vu les photos, je dis waouh, je l'ai fait, I did it. Ok. Je me mets un prochain challenge, là, il faut que je fasse une parachute. Donc ça, c'est super. On va faire le parallèle avec l'entrepreneuriat. Du coup, quels sont les conseils à partir de cette photo que tu pourrais donner à tous les entrepreneurs? En fait, tant qu'on n'a pas fait quelque chose, on peut pas savoir ce qu'on va ressentir. On pense qu'on va avoir peur. C'est ça. Franchement, je me suis pas dit que moi, j'allais marcher avec des lions un jour. Même s'ils ont mangé. Mais je sais pas, je me suis dit, allez, c'est janvier, fais quelque chose qui te sort de ta zone de confort. Vas-y et essaye, tu n'as rien à perdre. Et puis, j'étais dans un état d'esprit, on est en pleine nature. Il y a plus, j'ai fait des selfies avec des girafes. C'était un moment extraordinaire de communion avec la nature pendant 5 jours. On a fait des balades en bateau, aller sur des îles désertes, vraiment des vraies vacances. C'est ça. Et là, je me suis dit, pourquoi pas avoir un peu d'audace, oser. Encore l'audace. Sortir de ma zone de confort et puis me dire, voilà ce que je peux faire en début d'année. Ça veut dire que mon année va être... je vais pouvoir sortir de ma zone de confort pendant l'année. C'est clair. Tu parles beaucoup de sortir de sa zone de confort, mais beaucoup se disent, mais comment je sors de ma zone de confort? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois aller prendre des photos avec des lions? Non. Ou quels sont... J'ai pas fait des photos avec eux, j'ai marché avec eux. T'as marché avec eux? Les photos étaient après. Donc on aurait pu voir même la vidéo où tu marchais avec eux. Oui, j'ai mis la vidéo. Ah bon. On va récupérer ça. Ouais. Mais du coup, comment sortir de sa zone de confort? Sortir de sa zone de confort, c'est se dire de quoi est-ce que j'ai peur? Ok, donc c'est vraiment identifier ses peurs, identifier les choses qu'on aimerait faire mais qu'on ne fait pas, quelle qu'elle soit, en fonction de sa personne. Parce que pour certaines personnes, sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour d'autres, ça peut être quelque chose de très simple. Donc, on n'évalue pas par rapport aux autres, mais par rapport à soi-même. Il y a des personnes qui vont te dire, écoute, moi, aller seul en voyage, c'est un challenge pour moi. Il y a des gens qui disent, avoir un relationnel, causer avec les gens, c'est difficile pour moi. Déjà, l'identifier, les 2 ou 3 choses qui nous bloquent et se dire, OK, je vais me challenger. Parce que je dis toujours, la seule concurrence que j'ai, elle est dans mon miroir. C'est moi. C'est toi-même. Je me challenge. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux sortir? Avec des petits pas, le faire. Un petit pas, un petit pas. Et quand on le fait, au bout d'un process qu'on a fait, par exemple, voyager seul, OK, je vais réserver. Je vais acheter le billet. Le jour arrive. Je vais partir. J'ai pas le choix. Et je me retrouve seul dans un hôtel, je me retrouve dans un voyage, et puis tu te dis, waouh, je l'ai fait. Tu sais, c'est des petites choses comme ça. Enfin, ça peut être voyager, ça peut être faire le tour de la Côte d'Ivoire avec des amis en voiture, ça peut être plein de choses qu'on a envie de faire, mais qu'on ne s'autorise pas à faire parce qu'on a des barrières mentales. C'est ça. Et il faut les dépasser. Moi, il y a quelqu'un de fortuné qui m'a très inspiré, qui m'a dit en fait que l'argent se trouve dans nos peurs. Le plus souvent, quand on y pense, c'est tout ce qui nous fait peur, qui nous élève et du coup, qui nous permet d'avoir de l'argent. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis d'accord. Quand on sort de sa zone de confort, on rentre dans sa zone de croissance. Super. Le sortir de sa zone de confort, c'est sortir de sa zone de croissance. Et c'est pour ça que je suis toujours en train de me réinventer. Et de dire, OK, j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire que j'ai pas vraiment envie de faire, mais qui est important que je fasse? Par exemple, là, je me suis dit, j'aimerais bien lancer une chaîne YouTube. Je sais pas du tout par où commencer. Mais je me dis, ça peut être quelque chose de nouveau. Ça peut être bien. Voilà, quelque chose de différent. Bon, peut-être, je voudrais aller sur quelque chose d'un peu plus humain, plus tourné vers l'humain, plus dans mon secteur, quoi. Il faudra nous dire, hein. Comme ça, je dirais à tout le monde d'aller s'abonner. Je sais même pas comment on fait. C'est pas un problème, on peut en parler. Je vais trouver, je me suis dit, je voulais faire des formations digitales. Je savais pas par où commencer. J'ai lancé une plateforme de formation totalement 100% digitale. Wow. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que j'ai un module qui sort encore. Okay. Donc, j'essaie de me challenger, de ne pas rester dans le truc classique, quoi. Ouais, je vais organiser des conférences, les gens vont venir. Non, c'est trop simple. C'est trop simple, ouais. Mais du coup, là, c'est très bien cet exemple. Tu veux lancer une chaîne YouTube, mais tu ne sais pas comment faire. Non, je sais pas. Et je pense que c'est le problème de beaucoup de personnes qui veulent lancer des choses qui ne savent pas comment faire. Mais moi, je demande aux gens. Du coup, comment tu vas faire? Moi, quand je sais pas, je vais vous donner un exemple. J'ai écrit un livre, je savais pas comment on publie un livre. C'est ça. Je suis pas écrivain dans le métier, mais j'ai tapé à des portes, j'ai appelé des amis j'ai écrit à des éditeurs qui ont entraîné, j'ai appelé un ami qui a une librairie. Coucou René, il dit-il, la librairie de France. J'ai dit, Joe, j'ai écrit un livre. Il me dit, ah bon, toi? J'ai dit oui. Il me dit, ah, mais on va voir. Je vais envoyer à mes gars, s'ils disent que c'est bien. C'est comme ça que j'ai sorti mon livre.
Voilà, je me suis... Apprendre à demander. Apprendre à demander à des professionnels. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas tout savoir faire. Moi, je sais pas. C'est pareil, quand je voulais faire la plateforme digitale de formation, j'ai appelé Lamine, qui a un truc qui s'appelle Etudes. Je lui ai dit, moi, je ne sais pas comment on fait. Il me dit, non, grande sœur, voilà. Voilà le prix, voilà. Donc, j'ai investi. C'est un investissement, mais ça ne coûte pas un bonbon. Et je l'ai fait. Et puis là, on a commencé à lancer. Ça a pris quand même plus d'1 an et demi, quoi. Quand même, quoi. Mais c'est un travail. C'est un métier. C'est pas mon métier. Donc, savoir aller avec des professionnels qui peuvent faire les choses et qui peuvent nous aider à structurer les choses. Mais on a parfois peur d'aller voir des professionnels parce qu'on se dit qu'ils coûteront cher. Moins cher coûte cher. C'est clair. Donc, à force de vouloir le moins cher, on finit finalement par dépenser plus. Qu'est-ce que tu veux faire voilà. Soit tu commences petit, mais tu lui dis quel matériel j'ai besoin pour le faire, de quoi j'ai besoin, etc. On peut pas avoir quelque chose avec rien. Voilà. Super. Et toi, en tant que femme, est-ce que tu as subi un regard, j'ai pas envie de dire méchant ou différent de la part des personnes avec qui tu travaillais? Parce que aujourd'hui, en tant que femme, être indépendante et certainement dire oui, je suis seule et je l'assume en quelque sorte. Est-ce que pour toi, la réussite d'une femme, comme on le pense souvent, c'est d'être mariée, d'être une bonne mère? Est-ce que ce regard-là, tu le sens au quotidien et comment tu... Non, je le sens pas du tout. Tu le sens pas du tout? Parce que ils n'ont pas essayé. Pas du tout. Moi, en fait, je suis tellement bien dans ce que je suis. C'est ça. En fait, je pense que pour certaines personnes, réussir, ça peut être une bonne mère. Et je laisse à chacun le droit de se dire quelle est sa définition de la réussite. C'est ça, en fait. Moi, je trouve que c'est important pour moi. C'était important pour moi d'avoir des enfants. Mais c'est pas parce que moi, je veux des enfants, quelqu'un d'autre est obligé d'en avoir. Je trouve que c'est bien d'être marié, au contraire. Je trouve que c'est une bonne chose d'être en couple. Si la personne est bien dans le couple, c'est bien. Mais il faut que ce soit équilibré, que tout le monde soit heureux. C'est ça. Donc, je n'ai pas de modèle, en fait. Je pense que chacun, selon son bien-être. Parce que tu vas là où tu es en paix. C'est clair. Tu vois, si tu es dans un couple, tu vas être marié parce que tu veux te dire que tu es marié. Tous les jours, ta femme t'insulte. Puis il y a des hommes maltraités. Hein. Oh, c'est ça, c'est clair. Il y a des hommes battus. Il y a des hommes battus, il y a des femmes battues et tout ça. Il y a plus de femmes battues quand même, soyons clairs. Et c'est vraiment... voilà, chacun doit pouvoir trouver son point d'équilibre et pouvoir dire non quand ça ne l'arrange pas et pouvoir communiquer avec soit son conjoint, soit... Il y a des gens qui ne veulent pas avoir d'enfants. Il y a des gens qui ne peuvent pas, mais qui font la paix avec ça. C'est ça. Il y a des gens qui ne se marieront peut-être jamais, qui n'auront pas de... Mais ça ne les empêche pas d'être des humains à part entière, d'être des personnes qui peuvent s'épanouir autrement. Donc, il faut être en paix avec soi-même, avec les décisions. Parce que Dieu n'a pas dit qu'on devait tous avoir le même destin. C'est pas faux. Le bon Dieu, il a fait... Ça me fait rire. On est là, on prie, on est dans les églises, dans les mosquées du matin au soir, mais quand on veut que Dieu fasse ce que nous, on veut. Comme nous, on veut. Mais croyons et gardons la foi, quoi. Mais du coup, pour toi, la définition de la réussite, c'est quoi? La réussite, ensuite, c'est pour une femme. Ouais. Être en alignement avec ses valeurs. C'est philosophique, ça, mais là. toujours. C'est quoi? Être en alignement avec ses valeurs, d'accord, avec soi-même, et être bien dans ce qu'on fait. Et quand quelqu'un est en alignement, on le sent. C'est-à-dire que ce que je fais, ce que je dis, j'y crois. Et ce que je fais et ce que je dis vont ensemble. Ce que je suis, ce que je fais, ce que je dis. Je suis toujours la même personne. Et pour moi, ça, c'est important. Et ce que je fais découle d'une mission que j'ai découverte ou qui m'a été révélée, ou je ne sais pas comment le dire, que j'essaie d'incarner. Et quand je parle des valeurs, ce sont les valeurs dans lesquelles je suis ancré. Les valeurs d'intégrité, de bienveillance, de générosité, qui sont des valeurs qui sont importantes pour moi. Chaque fois que je fais une chose, j'essaye des fois, le plus possible, de me demander est-ce que je suis en accord avec mes valeurs? C'est clair. Est-ce que je peux pas être en accord à 100%? Je dis, on est des humains. Des fois, ça va pas. Des fois, je suis généreuse, mais des fois, j'ai juste pas envie de faire certaines choses, quoi, pour certaines personnes. Et je le dis, je suis un être humain. Je suis pas parfaite, mais des fois, je me dis, ouais, bon, est-ce que je vais le faire? Voilà. Est-ce que je peux pas faire le mieux? Voilà. D'accord. Et c'est important ce que tu dis parce qu'il y a pas mal de personnes qui voient certaines personnes réussir et qui veulent absolument réussir de la même façon que ces personnes. Genre, telle personne, on le voit, il parle bien, il a une certaine aura, donc on veut absolument lui ressembler. Pourtant, la réussite est finalement personnelle et à chacun de définir le niveau de réussite qu'il veut. Maintenant, tu as forcément aussi eu des échecs. Ah, comment? C'est quoi tes échecs dans ta vie entrepreneuriale? J'en ai eu beaucoup. Peut-être les 2-3 qui t'ont le plus marqué ou qui t'ont fait vraiment tomber bas, quoi.
J'en ai eu, hein. Écoute, j'ai dû fermer des business que j'ai ouverts. Des business? Oui. On veut bien savoir lesquels. Non, j'ai ouvert, j'aime des magasins. J'ai ouvert pas mal de magasins. J'en avais 3. Du coup, le magasin où on t'a vu avec tes enfants, tu l'as fermé au final? Je l'ai fermé pas parce qu'il ne marchait pas, mais parce que je déménageais. J'allais sur Kinshasa. Ça, c'était à Brazzaville, cette photo. J'ai eu à fermer mes 2 magasins à Kin parce que ça ne marchait pas, parce que je m'en occupais pas, j'avais pas le temps. Et j'ai dû faire un choix. Soit je me concentre sur la société, soit je suis sur les magasins. Donc, j'avais 2 boutiques à Kinshasa. Est-ce que finalement, les entrepreneurs qui font beaucoup de choses, c'est aussi une source d'échec? Ça peut, pas forcément, mais pour moi, ça ne me réussit pas. Ça ne me réussit pas dans la mesure où je dois consolider une chose. Maintenant, je fais plusieurs choses parce que j'ai consolidé une chose avant de passer à une autre chose. Ça, c'est important. Tu vois, c'est peut-être, j'avais pas cette expérience-là. Je pensais que je pouvais être employé, parce que j'étais employé, avoir des magasins et en même temps vouloir créer une société. C'est beaucoup pour une seule personne et je n'y arrivais pas. Et ça a été un échec cuisant. J'ai perdu de l'argent. J'ai vraiment perdu pas mal d'argent. J'ai dû perdre 40-50 000 $ quand même à l'époque. Et je me suis dit, waouh. Mais moi, j'ai jamais peur de perdre de l'argent parce que je sais que je vais toujours le regagner. Ça, c'est important, ça. Non, je n'ai pas de soucis. Parce que je parlais de ça avec quelqu'un qui a fait perdre quand même 100 millions et qui me demandait, Jean-Yves, à chaque fois que tu perds de l'argent, comment tu arrives à t'en remettre? Toi, quand tu perds de l'argent, bon, j'ai un petit coup de main. Ça dépend comment je le perds. Non, ça dépend comment je le perds. D'accord. En 2016... j'ai eu une assistante qui travaille pour moi à Kin qui m'a volé 100 000 $. Waouh, quand même. C'est 60 millions. Ça se passe comment? C'est dans l'entreprise? En fait, ou dans l'entreprise, parce qu'en fait, j'avais des panneaux, elle louait mes panneaux à son nom, ou alors je payais des gens à l'intérieur, j'avais des panneaux à Matadi dans toute la RDC. Elle ne payait pas forcément les salaires des gens. Elle prenait l'argent pour voilà. elle, quoi. Et moi, j'étais hyper busy parce que j'avais d'autres opérations que je supervisais dans d'autres pays, toujours à partir de Kin. Mais c'était quelqu'un en qui j'avais confiance, avec qui j'avais commencé l'entreprise. Deuxièmement, j'ai un client qui me devait 250 millions. Waouh, quand même. Qui ne m'a pas payé. Toujours avec Viséo. Oui, oui. Et comment tu fais pour garder encore ce business? Bah écoute, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de réussite que finalement ce genre de choses? Non, pas du tout, parce que tu perds et puis après tu te relèves et tu te reconstruis. Et comment tu fais? Mais en fait, j'ai développé peut-être une certaine capacité de résilience. Moi, je pense que la capacité de résilience, c'est tu vas pas gagner de l'argent là. Tu fais des projets dessus et puis on te paye pas. Quand même, tu connais. C'est notre vie. C'est la vie que j'ai choisie. C'est sûr. Comme dirait mon cousin, c'est la vie qu'on a choisie. On fait avec. Des fois, ce sera bien. Des fois, ce sera dur. Et j'avoue que quand j'ai pas eu ce montant, j'avais fait des programmes. Ça m'a cassé totalement. Ça m'a cassé, mais pas totalement, parce que tu vas tomber. Même moi, il faut savoir se relever. La société qui me devait de l'argent a fait faillite. Je vais faire quoi? C'est clair. Et c'était une société qui me payait avant, à coût de 50, 100 millions. Tu perds quand même 250 millions de francs CFA. J'ai perdu 250 millions. Pas de recours, rien du tout. Bah, écoute, ils sont en faillite jusqu'à présent. Je vais faire quoi? Okay. Et l'assistante qui te vole 100 millions et 100 000 $, tu lui fais quoi? J'appelle sa famille. Parce que bon, ils me disent on va vendre un terrain, il faut pas la mettre en prison. Et puis finalement, j'ai rien fait. T'as rien fait, t'as laissé passer? J'ai laissé couler, j'ai avancé, mais je regagne toujours l'argent. Est-ce que du coup, en laissant passer ce genre d'arnaque, c'est pas finalement plébiscite ou permettre? Non, Kinshasa est compliqué. Ah bon, pourquoi? Non, si c'était à Abidjan, c'est facile. Non, tu vas là-bas, tu vas venir. La RDC n'est pas simple. Ok. C'est pas simple. Moi, non, et puis je connaissais la famille. Sa sœur a été ma première assistante quand j'ai travaillé à Kin. D'accord. Sa nièce a été mon assistante. Son frère est venu négocier et elle avait déjà fait un truc. La famille s'était cotisée pour me rembourser. Et puis bon, quand je suis venu à Abidjan, tu sais, c'est comme une rupture amoureuse, quoi. Une rupture professionnelle, c'est comme une rupture amoureuse. Je pense que c'est tout ça. C'est plus dur. Je pense que c'est tout ça peut-être qui m'a poussé aussi à déménager, à rentrer à Abidjan. Donc il y avait tellement de soucis, tu t'es dit. Ça m'a pris la tête. Je me suis dit peut-être que it's time to move on and to do something else. Ok. Donc qu'est-ce que tu penses du fait de faire du business avec la famille? Est-ce que tu conseillerais? Pas particulièrement. Pourquoi? Je pense que je peux faire du business avec la famille, mais les gens ne savent pas faire la part des choses. Moi, je sais compartimenter les choses. Je sais faire la différence entre une relation professionnelle la journée et personnelle le soir. Mais beaucoup de gens n'ont pas la même intelligence émotionnelle et la même empathie et la même compréhension de la relation humaine. Donc, si on sait que les gens vont confondre les choses, c'est mieux de ne pas le faire. Au départ, on ne le sait pas forcément. On ne sait pas. Ça vient avec le temps. On apprend et puis on regarde autour de soi. Moi, j'ai pas mal d'amis. J'ai un de mes meilleurs amis qui est un multimilliardaire. Et
Il m'a raconté la dernière fois que je l'ai eu. Il me dit, mais tu sais, je t'ai pas dit, voilà, tel frère m'a fait ça, mais j'étais choquée. Et pourtant, c'est une famille qui est censée être unie. Donc, mais eux, c'est à leur level de milliardaires, quoi. C'est clair, donc. Même dans les levels milliardaires, ils se font des coups. Ils se font des coups. Donc, nous, on a notre level là, de futurs milliardaires, on va faire comment? Mais est-ce que ça voudrait dire que tu es OK avec les arnaques et tout quand on est entrepreneur? Non, je suis pas d'accord du tout. Moi, je suis pour l'intégrité. C'est ça. Je pars par l'intégrité. Moi, c'est ce que j'ai, c'est mes valeurs et c'est ce que je suis. Si quelque chose ne va pas en accord avec mes valeurs, je peux essayer une fois, mais je le referai pas ou je veux pas être, je veux bien dormir la nuit. Je suis pas j'aime bien gagner de l'argent, mais je ne ferai pas tout et n'importe quoi pour de l'argent. Mais en tant qu'entrepreneur, comment tu fais pour éviter les arnaques? Parce que c'est la vie. légion dans nos contrées. Tu fais attention. Tu fais arnaquer. C'est à moi que tu parles, là. Je fais arnaquer. Écoute, on fait attention. Hein. On essaie de faire attention. En se renseignant, en demandant aux gens, parce qu'il faut qu'on s'informe. Quelqu'un qui a déjà fait un business avec quelqu'un, moi, je me suis fait arnaquer. Même dans mon coaching, je me suis fait arnaquer. Des gens qui ne payent pas. Des gens qui ne payent pas. Il y a plusieurs formes d'arnaque. Il y a toute forme d'arnaque. Ça fait partie du business. Ça fait partie tu peux pas être entrepreneur si tu n'es pas prêt à prendre des risques. Et c'est quoi les 2-3 précautions que tu prends avant de faire business avec quelqu'un pour éviter moi, de avant, te faire j'étais un peu arnaquer? trop cool. Ouais, vous payez quand vous voulez. Maintenant, j'ai dit, tu me payes d'abord 50%. Payer avant de rendre le service. Avant de donner une partie du service. Déjà, c'est déjà ça. Et puis, sauf certaines personnes, j'ai confiance. Je travaille beaucoup avec la confiance, en fait. Je suis très dans les énergies, la confiance aux gens, bref, un truc comme ça. Et autre chose, c'est background record. Comment tu fais ça? Je demande aux gens, tu connais telle personne? J'appelle, tu connais? C'est comment? C'est tout. Est-ce que tu as déjà travaillé avec telle personne? Tu as déjà travaillé avec telle personne? Qu'est-ce que tu en penses? Et là, tu as des feedbacks parce que des fois, des gens ont l'air super corrects, super honnêtes. C'est ceux-là même des fois qui sont les vrais. Ceux-là, ils te mettent malo. des coups, là. C'est des Modia malo. Ok. Tu nous parles d'avoir perdu 250 millions comme ça, 100 000 $. J'ai eu Goumin pendant un an. Okay, c'est pour ça que j'ai pris une année sabbatique. Pour te reposer. Aller à l'île Maurice. Non, je voyageais. J'avais besoin de me. Ok. Et finalement, l'argent pour toi, c'est quoi? L'argent, c'est un moyen de bien vivre. C'est moyen de bien vivre. Oui, c'est un moyen d'être d'indépendance. C'est un moyen d'indépendance. C'est un outil d'indépendance. D'accord. Donc, c'est un outil qui te permet de faire ce que tu as envie de faire. Ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu es esclave de l'argent? Je ne suis pas esclave du tout de l'argent parce que je suis contente de ce que j'ai. Si je peux avoir plus, tant mieux, mais je me mets pas de pression. Et pour moi, je dois bien vivre. J'ai envie d'aller au restaurant. Mais si ça finit, ça finit. Je travaille encore et puis ça revient. Ça fait quoi? Mais il y a eu des périodes où tu n'avais vraiment pas d'argent du tout. Mais parce tout que quand tu parles, on pourrait se dire, mais elle a toujours eu l'argent, elle était DG et tout. Est-ce qu'il y a eu des périodes vraiment compliquées où tu n'as vraiment pas eu d'argent? Ouais. J'essaie de me souvenir. Ah, donc il n'y en a pas vraiment. Parce que j'ai toujours travaillé, en fait. Très jeune, j'ai travaillé quand j'étais étudiante. J'ai toujours essayé d'avoir une petite indépendance, pas beaucoup, des gros montants. Quand j'étais en 3e, je donnais des cours de maths pour gagner de l'argent. Quand j'étais en 3e, j'avais 14 ans ou 15 ans. Donc déjà là. Donc j'ai toujours essayé d'avoir un peu d'argent, de gagner un peu d'argent, quelque part. J'avais toujours des petits boulots quand j'étais étudiante. J'ai toujours essayé d'avoir une petite indépendance financière, tu vois. Donc, mais quand j'en ai plus. Et puis c'est fini. Je suis engouement un peu et puis après je travaille ou je vois. Voilà. Non, il y a des moments où j'ai pas d'argent. Ça, c'est arrivé comme tout le monde. Mais bon, moi j'aime bien me rappeler surtout des moments où j'en avais beaucoup. Comme ça te permet d'avoir plus, quoi. C'est comme ça. Et comment tu gères ton argent? Comment tu gères? Est-ce que tu es plus économe ou beaucoup plus dépensière? J'étais très dépensière. Tu étais? Ouais, j'ai été super comme ça, voyage, sac et tout. Tout. Mais c'était mon argent, j'ai gagné, non? C'est ça. Donc tu te disais, tu travaillais pour ça. Je travaille. La go, elle est à Paris, elle est chez Chanel, elle est chez Vuitton, j'achète. J'achète. J'étais très, très, très dépensière. Et pour toi, c'était quoi les raisons pour lesquelles tu étais? Non, j'aime bien me faire plaisir. Ok, juste te faire plaisir. Oui, pourquoi je travaille pour ça? D'accord. Donc tout l'argent partait. Bon, pas tout, mais j'ai dépensé. J'avais économisé aussi pour investir et je me suis encore fait arnaquer. C'est pas grave. Donc j'étais assez dépensière et puis après je me suis dit il faut quand même investir et tout. Et j'investis beaucoup dans les études de mes enfants aussi. D'accord. Donc c'est vraiment ça la raison principale qui te pousse à quitter un statut de dépensière, à être beaucoup plus économe? Pas
vraiment, tout simplement parce que j'ai envie d'investir, je découvre ce que c'est que l'investissement. C'est un peu sur le tard, mais je me suis dit pourquoi pas investir de l'argent, je gagne de l'argent, parce que je sais gagner de l'argent. Mais je sais aussi les dépenser, mais comment j'apprends à savoir l'économiser ou à savoir l'investir. Économiser, mais investir. Ok, là on va faire un peu de calcul pour le bon matheux que je suis. Ton argent que tu gagnes par mois, combien tu épargnes, combien tu investis en pourcentage? J'épargne à peu près 30%. 30%? Pour toi, tout le monde devrait épargner 30%? 20, 30%, comme ils peuvent. Chacun fait ce qu'il peut. Okay. Moi, j'achète des actions, donc voilà. 30%, et dans les 30%, tu investis combien? Ou bien l'investissement est en dehors de ces 30%? Non, l'investissement est dedans. J'investis en actions, j'investis en... Voilà. En actions principalement? Tu ne fais pas des investissements physiques comme on peut le voir dans l'immobilier et tout? Si, j'en ai aussi. J'ai des investissements dans l'immobilier. Donc, c'est quoi les investissements que tu conseillerais à ceux qui veulent se lancer? Moi, je conseille la diversification. D'accord. J'ai appris la diversification. On commence par quoi? Actions, FCP, fonds communs de placement. Vous pouvez commencer avec n'importe quel montant. Et immobilier, j'ai eu une mauvaise expérience. J'ai acheté un appartement, ça s'est pas très bien terminé. D'ailleurs, le monsieur, tu me dois de l'argent encore un peu. Je lui parle. Donc, ici en Côte d'Ivoire? Ici en Côte d'Ivoire, c'est un peu compliqué les achats. Donc j'ai eu un paye. En fait, c'était ça. J'avais acheté un appartement, je me suis dit, je rentre à Abidjan, je rentre dans mon appartement. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc tu as donné l'argent, tu as jamais vu l'appartement? Moi, j'ai payé à cash. Est-ce que tu connais les gens qui payent tout, parce que je veux pas de soucis, je paye. Quand j'ai l'argent, je paye. C'est juste su. Bref, c'est une expérience que j'ai eue. Donc, peut-être qu'il faudrait aussi que les gens aient des mécanismes pour rassurer les gens sur comment investir en immobilier. Parce que il y a tellement de trucs immobiliers ici que tu sais pas où acheter. Donc, des fois, tu préfères garder ton cash. Et moi, j'ai un ami et grand frère qui m'a dit, qui était mon mentor et qui est toujours mon ami et grand frère jusqu'à présent, qui m'a dit, la chose la plus importante est du cash. Quand tu as du cash, tu peux faire tout ce que tu veux. Et ça, c'est Charles Quier qui m'a dit ça il y a plus de 20 ans. Et je dis toujours, Charles, tu avais raison. C'est vraiment ça. Quand tu as du cash, tu peux faire ce que tu veux. C'est quand tu n'as pas de cash que les problèmes commencent. Donc, en économisant, ayant du cash de côté. Tu économises pour avoir du cash de côté. Et puis après, tu fais ce que tu veux avec. Tu investis comme tu veux avec ton cash. Tu as parlé de FCP, d'actions. Tu n'as pas de formation dans ce domaine. Comment tu fais alors Écoute, moi, j'ai été introduite au Women Investment Club en 2017. 2017-2018. 2016, j'ai une amie qui est venue me voir à Keene. Écoute, il y a un club d'investissement féminin à Dakar. Il faudrait absolument que tu le joignes et tout. J'ai dit, OK, bon, on met combien? C'est 5 millions par personne. Je dis, écoute, moi, je suis en train de rentrer sur Abidjan. Bon, on va voir comment on va le monter en Côte d'Ivoire. Donc, en 2018, on l'a monté en Côte d'Ivoire. Okay. On l'a monté en Côte d'Ivoire et là, on a investi. On a eu la formation par notre SGO, la CREPMF, la BRVM nous accompagne dessus, etc. Donc, on a un accompagnement sur la Côte d'Ivoire. On a relancé il y a deux ans, je crois. J'ai cédé mon poste. J'étais présidente à vie, là, ça a duré trop longtemps pendant des années. Et puis bon, j'étais un peu busy avec mes activités professionnelles. Donc, on a repris. On est une trentaine de membres aujourd'hui. On investit à la bourse, mais ça vient avec des formations. Avec des formations, donc il faut vraiment suivre des formations. On suit des formations. Tu mets ton argent et puis tu te formes. Et puis tu te formes avec ton argent. Et puis là, je suis Business Angel aussi. On a créé un Business Angel avec mes associés de l'incubateur, Côte d'Ivoire Business Angel Network. Donc là aussi, on a fait un premier investissement sur une société tech. D'accord. Ici en Côte d'Ivoire, on est en train d'examiner d'autres investissements. Et voilà, donc j'apprends en fait. Ça a été un parcours d'apprentissage. C'est hyper intéressant, c'est passionnant. Donc je fais la formation de Business Angel en ce moment. Je fais la formation aussi Women in Business. J'ai fait une formation de la Commission économique africaine sur les femmes dans l'investissement pour mieux comprendre. Donc tu te formes. J'entends, je fais. Finalement, Nabou Fall fait beaucoup de choses. Non, c'est des choses que je fais au fur et à mesure. Et je suis pas seul à le faire. On est plusieurs. On est dans une dynamique, en fait. Moi, je dis pour bien faire les choses, faisons-le ensemble. C'est ça. Et nous, c'est ce qu'on a décidé de faire. On investit ensemble. Entre Dakar et Abidjan, on est près de 130 femmes. C'est pas mal. Je suis pas seul. Les formations, elles sont ouvertes pour nous toutes. On s'inscrit, on y va. C'est pour nous donner une intelligence financière et une intelligence d'investissement. Voilà, on apprend ensemble et donc il y a un effet de levier, un effet de... Voilà. C'est tout ça. Et pour toi, quelle est la qualité première pour se faire de l'argent? Comment gagner de l'argent? Parce que moi, je suis sur les réseaux, je reçois énormément de messages pour dire « Oh, j'ai pas d'argent aujourd'hui, je ne sais pas faire comment pour gagner de l'argent, je ne sais pas faire. »
Pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent ou qu'est-ce qu'il faut finalement? La première chose à faire, c'est de ne pas vouloir faire de l'argent. Il faut d'abord développer ses compétences, identifier sa mission, sa passion et se concentrer dessus. L'argent vient ensuite. Donc, c'est ce que identifier sa passion, sa vision, sa mission. Qu'est-ce que je veux accomplir? Comment est-ce que je veux changer le monde? Qu'est-ce que je veux apporter dans ce monde? C'est à ce moment-là que quelque chose va vous apparaître et vous allez développer ses compétences. C'est ça. Ce matin, je lisais en fait tout de suite un ami qui écrivait quand tu as des compétences, tu peux trouver de l'argent. Les compétences donnent de l'argent. Aujourd'hui, mon business model, il est simple. Je donne de la formation, mais je passe mon temps à me former pour mieux former. Je travaille dur. J'essaie d'avoir des outils. C'est des investissements énormes. Quand je calcule les investissements que j'ai faits, rien que sur la formation, je peux dire que je suis à plus de 100 000 euros sur toutes les formations que j'ai investies aux États-Unis et partout. Et ça, je le refacture à mes clients parce que quand je dis que je fais le travail, j'essaie de le faire bien. D'accord. Tu penses que c'est le meilleur business model? Non, c'est pas le meilleur, c'est mon business model. C'est ce qui m'arrange moi et c'est ce que j'aime faire. Et c'est ce qui me motive et c'est ce qui m'inspire. Et je le fais avec passion. Tout ce que tu le fais, si tu le fais pas avec le cœur, je ne le fais pas. Et j'en discutais, c'était à une amie, elle, sa passion, c'est de faire ce qu'elle fait. Chacun doit trouver son truc, quoi. Super. Je vais te montrer une dernière photo. Avec mes gars entouré de plusieurs garçures. Ouais. Un qu'on reconnaît tous. Oui. Tu peux nous expliquer un peu c'était en quelle année et c'est quoi un peu l'histoire de cette photo? Vous êtes affairé. Très. Écoute, justement, c'est la Chambre de commerce africaine Singapour-Afrique. D'accord. C'était en fin août là, de cette année. Je suis allé pour la Chambre de commerce, il y avait la conférence Singapour-Afrique. Donc je suis allé à Singapour avec une de mes clientes. Qui m'a dit écoute on y va, elle est membre de la chambre de commerce, j'aimerais que tu viennes, on va faire un... et ça c'était le dîner de la chambre de commerce donc on voit bien qui sur la photo? Monsieur Kakou Diagou, président Diagou que j'admire beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération. Il y a Paolo Gomes, il y a Abdou Diop de Mazar, il y a mon frère Didier Akwete et il y a mon frère Maury. C'est ça. Voilà, donc ce sont des amis, des frères qui me motive et surtout c'est des réseaux, c'est un réseau, c'est des amis avec qui on est souvent dans des je sais que si j'ai besoin de quelqu'un là, je peux les appeler, j'ai besoin de Didier, je l'appelle, j'ai besoin de Paolo, je l'appelle, Maurice c'est mon frère, ça n'en parlons pas. Le président Diagou est très très accessible. Très accepté. C'est quoi le conseil parce qu'il est l'un des hommes les plus riches quand même de la Côte d'Ivoire. Mais d'une humilité extraordinaire c'est souvent ça. Et d'une simplicité et d'une très gentille. Moi je l'ai rencontré en fait à Bamako. Chez un de ses collaborateurs il y a quelques années. On a dîné ensemble, très sympathique. C'est comme ça que je l'ai connu en fait. Okay, donc finalement, l'adage se confirme, c'est ceux qui n'ont rien qui font beaucoup de tapage et qui ont toutes les grosses épaules. Peut-être. Parce que la plupart des personnes fortunées quand même que tu as rencontrées, tu les as trouvées pour la plupart... Écoute, moi je suis très ami avec des gens très très riches. Je suis la seule à ne pas être très très riche et ils sont très très humbles. C'est ça. Donc je peux dire, j'ai des amis vraiment qui m'ont donné des leçons d'humilité. C'est clair. J'ai vu des gens, j'ai travaillé avec des gens, j'ai travaillé avec Sawiris. Quand même. C'était mon patron, il m'a recruté au Caire quand je travaillais justement dans les télécoms au Congo. Je suis allé jusqu'au Caire pour passer mon entretien d'Abidjan avec Naguib qui est quand même une des grosses fortunes qui est aujourd'hui dans Forbes. J'ai travaillé avec quelqu'un comme Yerim, qui n'est pas petit, c'était mon patron. Pas petit quand même, ouais. Je suis assez ami avec quelqu'un comme Dangote. Donc je veux dire, j'ai quand même dans mon entourage des gens qui sont d'une humilité. Et puis, je me rappelle quand Naguib descendait, cool, tu arrives au bureau au Caire et tout, d'Orascom à l'époque. Le gars, c'est le gars le plus cool, quoi, du monde. Mais du coup, comment tu te sens quand tu rencontres toutes ces personnes? Je me sens moi-même, je vais me sentir comment? Authenticité, tu l'as dit. Je vais me sentir comment? C'est cool. C'est cool. Et quels sont finalement les conseils qu'ils te donnent dans votre discussion? Qu'est-ce que tu retiens? J'ai pas vraiment besoin de leurs conseils, je les vois comment ils travaillent. C'est des bosseurs. C'est des bosseurs. C'est des gens qui travaillent et des gens qui sont humbles. Aujourd'hui, quand les gens, tu vois, il rime dans son hôtel là, au Noum, il est là, debout, calme, tranquille avec les gens, il cause. Il vient, il mange. Le dimanche, il est là des fois. Dans toute humilité, c'est un travailleur. C'est ça. C'était mon patron, donc je sais, à 7h, il est au bureau avant tout le monde. Et parfois, il est le dernier. Mais il travaille. Tu aimes trop travailler. Donc pour toi, la clé de la richesse, finalement, c'est ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas de réussite sans travail. C'est la leçon clé que j'ai appris dans la vie. Les gens me disent que j'aime trop travailler. Bah, je travaille. Tu veux que je fasse quoi d'autre? J'ai des clients à satisfaire. Je travaille. Ah, mais tu travailles tout le temps. Mais je veux que je fasse quoi?
À pas travailler quand même, tu prends pas mal de temps pour toi. Je t'ai dit que je pars en vacances. Oui, je vois ça. Voilà. Et en tant qu'entrepreneur, tu me dis que tu pars un mois quand même. Donc, est-ce que c'est pas compliqué de ne pas prendre un mois parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs là qui nous regardent qui n'arrivent pas à prendre 2 jours. La vie, c'est un choix. Il y a un moment, le plus grand j'ai appris, parce que j'ai fait un burn-out en 2019, j'ai appris que le premier investissement que je dois faire, c'est dans ma personne. Je dois me reposer, me restaurer pour pouvoir mieux redémarrer. Mais si c'est comme une voiture, elle peut pas rouler en permanence. Ça, c'est sûr. Il y a un moment, si tu n'arrêtes pas le moteur, tu peux pas t'en sortir. Tu peux mettre en place des mécanismes de contrôle, des mécanismes qui te permettent un tableau de bord, faire des vérifications, mais il faut quand même savoir lever le pied. Ne serait-ce que prendre une semaine de déconnexion totale. Pour toi, c'est très important pour les entrepreneurs? C'est important pour un entrepreneur. L'entrepreneur, sa première matière première, c'est sa personne. Et s'il n'en prend pas soin, il ne peut plus entreprendre. C'est sûr. Et qu'est-ce que tu peux partager d'autre sur cette photo? Écoute, c'était une très très belle réunion. C'était comment on pouvait établir des relations avec Singapour et voir beaucoup d'apprentissage à Singapour. Là, il n'y a pas la photo. On a vu les ministres hyper accessibles aussi là-bas. Et surtout, on a beaucoup appris. C'est des bosseurs. C'est des bosseurs et la chambre de commerce a pour vocation, Paolo est un des fondateurs avec Didier, a pour fondation de favoriser les échanges entre Singapour et l'Afrique. Et il n'y a pas que des francophones, il y a des anglophones. Il y a des anglophones et tout ça. Il y avait aussi toute une délégation de la CGCI, le président de la CGCI était là aussi à cette délégation avec d'autres entrepreneurs. Et moi, je dis toujours, j'aime être avec des gens qui me challengent. Je veux être avec des gens qui me tirent vers le haut. Il me tire vers le haut, il me challenge. Je veux pas être, et je le dis, répète, je pense que les gens sont fatigués de m'entendre dire ça. Je veux pas être le gros poisson dans la mare, je veux être le petit poisson. Et là, je sais que, wow, these guys are inspiring. Exactement. Ils m'inspirent, ils me tirent, que ce soit homme comme femme, hein. Des femmes qui te tirent vers le haut. J'ai une conférence où je vais au Nigeria chaque année, tu as des femmes charismatiques qui sont là. C'est des femmes battantes, brillantes. Ça te tire vers le haut, tu te dis, waouh. Voilà, des personnes, elles ont des magasins de meubles où elles font des trucs extraordinaires. J'étais avec une aujourd'hui d'ailleurs qui est une grande dame du Nigeria. C'est une amie avec qui j'étais en réunion ce matin. Quand tu es avec des gens comme ça, ça te tire vers le haut, ça te motive. C'est clair. Tu vois, tu n'es pas la star là, c'est eux les stars et c'est chic. Et c'est bien parfois. Et c'est ça que j'aime. Non, moi j'aime ça. Oui. Je cherche ça. Tu me verras souvent dans des endroits où je ne connais personne. Je pars, je prends mon avion, il y a une conférence, je sais pas où, je me jette dedans et je me dis, personne ne me connaît ici, je me challenge. C'est ça, challenge encore. Et ça, c'est chic. Est-ce que ça voudrait dire du coup que tu as très peu d'amis? Tu n'as pas beaucoup d'amis? Ah si, j'ai des amis, ouais. j'ai des amis, et j'ai de très bons amis. Si, j'ai des amis, ce sont mes amis déjà. Ah oui, les autres, c'est mon ami. J'ai des amis, j'en ai quelques-uns. Oui, j'ai des amis. Ok. Comme le président Diago est là, pour toi, est-ce que avoir beaucoup d'argent, surtout dans nos contrées ici en Afrique, c'est avoir réussi? Avoir beaucoup d'argent, c'est bien. Monsieur Diago n'a pas beaucoup d'argent pour ne rien faire. Il a investi, il est dans le secteur financier, il crée de l'emploi. Donc, c'est pas juste de l'argent pour de l'argent. Il a permis de permettre à une deuxième génération, donc il y a ses enfants qui sont aussi très intéressants, super. Janine qui fait un travail extraordinaire avec la fondation. Le jour où je l'ai prise en exemple sur une de mes représentations. Il y a son fils qui est à NSIA Assurance, je crois, Franck, qui fait un bon boulot. Sa fille Dominique. Donc c'est ça que j'apprécie chez Monsieur Diago, c'est la succession, c'est la transmission. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a des... Vraiment, c'est plus que être riche. Il n'est pas que riche. Riche, c'est que l'argent. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui gagnent le loto, mais ils ne seront jamais riches. Riche, c'est là. C'est là. C'est dans la vision, c'est dans la mission, c'est dans l'exécution de notre projet. Voilà. Waouh, je vois que tu as beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est bavarde. Voilà, non, mais c'est pas que bavarde, tu dis des choses tellement sensées. Tu vois, je suis tout emporté. Oui, parce que il a créé Legacy. C'est ça. Tu vois, il y a quelque chose, un héritage. Et nous, on est fiers de dire on a ce monsieur en Côte d'Ivoire, on a ce monsieur en Afrique, c'est une fierté. Est-ce que tu peux nous dire 2 ou 3 personnes qui t'inspirent vraiment dans ta vie de tous les jours, soit des entrepreneurs, des personnes tout simplement qui t'inspirent? Mais ma mère. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est une battante. Ok. Et si je suis aujourd'hui la personne que je suis, c'est parce que ma mère a voulu que je sois la personne que je suis. On investit dans ses enfants. On investit dans la formation de ses enfants. On investit dans l'éducation de ses enfants, dans l'exposition de ses enfants. Voilà. Et donc, je ne suis pas le fruit du hasard. Je suis le fruit d'une femme qui a voulu faire de moi
quelqu'un que je suis aujourd'hui. Tout à fait. Parce que j'ai perdu mon père très tôt. Donc, c'était OK. À quel âge? 4 ans. 4 ans, waouh, ça c'est quand même très tôt. C'est très tôt. Donc, voilà. Donc, c'est maman qui était papa et maman en même temps. Exactement. Et puis, qui a fait fait ce qu'il faut pour que je sois là. OK. Deuxièmement, mes enfants m'inspirent. Ah bon? Bien sûr. Dans quel sens? Parce qu'ils sont hyper sympas, ils sont ouverts, ils sont mes amis. D'accord. Ils me motivent, ils m'inspirent, ils me soutiennent, et ça c'est top. D'accord. Voilà. Et des fois, j'ai pas envie de voyager. L'autre jour, je devais aller à la COP, là, À Dubaï, c'est ça? Ouais, je devais partir jeudi. Bon, après, j'ai eu une formation entre temps, donc j'ai appelé mon client. J'ai dit vraiment, je suis désolé, je ne viendrai pas à Dubaï. D'abord, déjà, j'avais pas envie de voyager. J'imagine. Mais je lui ai c'est dit. 10 heures quand même, 11 heures jusqu'à Dubaï. 3 jours, quoi. Je vais quand même à 10 la semaine prochaine pour 48 heures, mais ça, c'est pas grave. Donc, il me dit, non, mais maman, vas-y. Et il m'encourage toujours, mais vas-y, si c'est pour le travail, vas-y. Donc, il y a cette compréhension quand même, il y a ce soutien. C'est hyper important. Si tu es soutenu par les tiens, tu peux faire beaucoup de choses. Tu es motivé par... Et mon fils est très reconnaissant parce que je vois à chaque fois que je paye ses études aux États-Unis, ce qui est normal, et je le fais avec beaucoup de plaisir. Il me dit, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Il me bénit pour payer ses études, il me remercie, il est reconnaissant. Et ça, et je me dis, waouh, mais si moi je paye pas, qui va payer, quoi, le type. Mais il se dit pas que c'est finalement un dû. Tu vois, exactement. Il y a beaucoup d'enfants qui se disent, exactement. c'est la mère, c'est les parents. Ils doivent le faire. Donc je me dis, waouh, à chaque fois, ils te remercient. Toi-même, tu te dis, waouh, et tu le fais avec plaisir. Quoi. Ça te donne envie d'en faire plus. Ça te donne envie d'en faire plus. Et il travaille super bien, machallah. Tant mieux, machallah. Et puis j'ai mon autre fils qui est autiste et qui m'apprend beaucoup de choses parce qu'il est différent. Et il est très ouvert, il est autiste verbal, mais il te met il est d'une générosité, d'une gentillesse aussi. Donc c'est d'autres apprentissages avec la vie. C'est sûr. Voilà. Donc, je pense que ce sont ceux qui m'inspirent. Sur les trois, donc, c'est vraiment inspiré par la famille. Ah, moi, ma famille m'inspire. Je vis, je respire. La famille, c'est la base. C'est clair. Et en dehors de la famille, s'il y a quelqu'un que tu aimerais qu'on invite sur ce podcast, ce serait qui? Est-ce que je vous dis ça? Mais il voudra jamais. Donc, mais c'est pas grave, dis. Pourquoi? J'aimerais que Yerim vienne sur le podcast. Il va bien m'inspirer. Il viendra, t'inquiète pas. Si c'est toi qui lui demande. Il n'aime pas les trucs comme ça, je le connais. Ah bon? Il ne veut pas faire d'interview, Yerim, ou alors il y a aussi Hassan que j'aimerais bien voir ici. Hassan Kabar, DG de Mansa. Mais Hassan aussi n'aime pas trop ça. Mais Hassan, entre les deux. Deux personnes que Hassan m'inspire beaucoup, Yerim aussi. En fait, il y a des femmes aussi qui m'inspirent. Sarata m'inspire beaucoup, de UBA, une amie. Donc, j'ai quand même pas mal de belles personnes autour de moi qui m'inspirent. Et finalement, c'est ça le réseau, être entouré de ces personnes-là pour réussir. Voilà, être entouré, pas seulement pour réussir, parce que la relation n'est pas faite pour le travail à la base, mais c'est des relations, c'est des connexions qui sont devenues des relations. Construire la relation, c'est important. Super. C'est ça la base. En tout cas, Nabou Fall, tu es une très belle personne. Merci. En tout cas, je peux le dire. Ce serait quoi tes mots de fin, tes conseils à tous ceux qui nous écoutent? Mes mots de fin, c'est toujours tourner vers soi. Apprenez à vous connaître. La connaissance de soi, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, quelles sont les émotions que vous ressentez à certains moments. Ayez connaissance et conscience de vous-même. Ça va vous aider à avancer dans la vie. Ça va vous aider à choisir les bonnes choses en tant qu'entrepreneur, en tant que cadre dirigeant, parce qu'il n'y a pas que des entrepreneurs. Apprenez à savoir qui vous êtes en face des autres et développez votre empathie. Développer son empathie. Pour comprendre la personne en face de vous. Et ça va beaucoup vous aider dans vos relations humaines et dans la vie. Merci beaucoup. Merci. Si on veut te suivre, comment te retrouver sur les réseaux sociaux? Il n'y a rien de plus facile. Tu tapes Nabou Fall, je suis sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Facebook, Twitter. TikTok. TikTok aussi, d'accord. Voilà. Et surtout, j'espère que j'aurai le soutien pour ouvrir ma chaîne YouTube. Certainement, avec plaisir. YouTube. Et puis, j'ai aussi, si vous voulez, je donne des formations, pas en direct, mais j'ai la plateforme. D'accord. Nabou Fall Academy. Vous allez en ligne, Nabou Fall Academy, vous allez voir avec Etudesk. On a des modules. Aujourd'hui, on lance l'intelligence émotionnelle, on a la confiance en soi, tous les modules liés au développement d'humain. Et surtout, le module phare, les 10 clés de la réussite au féminin. Donc, voilà. Mais tu peux nous en parler un peu? Oui, c'est un module. En fait, ce sont les clés que j'ai dont j'ai eu besoin pendant ma carrière. Parce que je trouve que la carrière est importante. Importante quand même. Moi, je trouve que le parcours est important. Aujourd'hui, quand on te demande où tu as travaillé, tu as une histoire. Quel que soit le métier que tu fais, aujourd'hui, on a des caméramans, ils ont travaillé, ils ont un parcours. Demain, quand ils lancent sur cette production, ils ont un parcours qui valide ce qu'ils font aujourd'hui.
et des challenges, des échecs. Ils ont appris à vivre avec d'autres humains, à travailler avec d'autres personnes. Et tout ça, ça développe les compétences. Donc, quelles sont les compétences clés à avoir pour pouvoir mieux se positionner? Quels sont les soft skills? Je suis très soft skills. Et bon, c'est mon métier, d'accompagner les gens dans le développement des soft skills. Donc, c'est vraiment 10 soft skills que les femmes peuvent développer pour améliorer. C'est un module 100% digital. Non, la confiance en soi, c'est pour les hommes aussi. L'intelligence émotionnelle, c'est pour les hommes. Il y a Trouver son pourquoi qui va sortir en janvier. On en lance un par mois. Donc, on est au 3e là. On va continuer en janvier, en février. Et puis, on aura d'autres modules qui vont venir au fur et à mesure. Tu peux partager avec nous 3 de ces clés, de ces 10 clés? Oui. Prendre soin de soi. C'est quoi? Aller se faire des masser, se reposer. Se reposer. Non, choisir ce qui nous plaît, même ne rien faire. Si c'est ne rien faire qui vous fait du bien, ne faites rien. Donc ça, c'est une clé de réussite. C'est une clé de réussite parce que je vous l'ai dit, c'est moi d'abord. Et j'aime cette citation de Maya Angelou, You cannot pour from an empty cup. Si vous vous videz, vous pouvez vous occuper de personne. C'est vrai. Deuxième chose, je l'ai déjà dit, c'est que la connaissance de soi. Très important. La 3e chose, une des choses qui est importante, développer son personal branding. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Comment on arrive à développer son personal branding? J'ai l'impression qu'on va jamais finir ce podcast, mais comment on arrive à développer son personal branding? Le personal branding, c'est l'authenticité d'abord, la pierre angulaire, c'est les valeurs. C'est ancré dans les valeurs. Ensuite, il y a la mission, qui est le tronc, et la vision, qui sont les feuilles, de l'arbre. Ok, tu peux refaire? C'est ancré dans les valeurs, sont les racines, dans ces valeurs. Mes valeurs. D'accord. Ensuite, quelle est la mission qui me fait avancer? Et cette mission, vers où est-ce qu'elle veut m'amener? Donc, c'est les feuilles, les fleurs, les fruits de l'arbre. Et le personal branding, je le dis, j'essaie d'expliquer, c'est pas le marketing de soi. C'est plutôt être soi authentiquement. C'est se révéler au monde tel que l'on veut être vu, mais toujours dans l'authenticité. Qui est-ce que je veux être dans cette société? Est-ce que je veux être quelqu'un d'inspirant? Est-ce que je veux être quelqu'un de... Déjà se poser la question, quelle est la perception que les gens ont de moi? C'est ça. Par rapport à cette perception, comment est-ce que je peux, en tirant parti de qui je suis réellement, montrer des compétences, des expériences, une expertise, des connaissances que j'ai en moi et qui vont me servir soit pour élever ma carrière, soit pour développer mon business. C'est très important. Donc, c'est pour ça que moi, je commence toujours mes sessions commencent ou en cours de session des tests de personnalité pour savoir où on va et qui on veut être. Mais qui on veut être, quelles sont les potentialités qu'on veut développer en soi en tant que coach. Voilà. Okay. Donc, c'est assez scientifique. Wow, très. C'est assez poétique aussi. Très oui, parce qu'en fait, j'essaie toujours de replacer les choses. Les gens pensent que c'est juste, je vais être sur les réseaux sociaux. Non, j'ai des personnes qui ont des millions d'abonnés qui n'ont aucun branding. C'est vrai. J'ai des clientes, 1 200 000. Ils me disent, écoute, voilà, j'ai ça, mais je fais rien avec. Je suis là, je rigole, je dis, ils viennent liker à 20 000 et puis c'est fini. Mais qu'est-ce que tu véhicules? Tu as une communauté, tu peux transformer le monde avec ta communauté. Tu peux porter des choses et tu peux avoir un positionnement qui soit constructif pour toi et pour ta communauté. La communauté. Donc, ça commence par ses valeurs, absolument, sa mission, et c'est important. Absolument. Si on veut avoir plus de ça, c'est sur quoi? Nabou Fall Academy? Toujours. Parce que le personal branding, on déconstruit beaucoup de choses avant d'aller dans ça. On n'est pas prêt à raconter son histoire quand on n'a pas fait la paix avec soi-même quelque part. Et tu le sais. Parce que c'est pour ça que je dis, et on n'est pas obligé de le faire, un personal branding, il faut qu'on soit prêt et qu'on ait un objectif clair. Des fois, c'est pour avancer sa carrière. Des fois, peut-être toi, tu as envie de lever plus de fonds pour ton fonds d'investissement. À ce moment-là, tu as un branding qui est très clair sur l'investisseur, mais peut-être tu as besoin de développer d'autres réseaux, de crédibiliser certaines choses. Et à ce moment-là, tu vas dire, voilà, je voudrais ça, je voudrais aller voir des fonds d'investissement. On va construire un branding qui soit en adéquation avec ça, en sachant que derrière, il y a du vécu et du contenu. C'est ça. Parce que c'est pas juste du fake. C'est très important. C'est pas juste de la visibilité pour la visibilité. Et je dis souvent, les gens brillants n'osent pas briller. Ils sont poussés à briller. Ma mission, je veux voir briller les gens brillants. Et il y en a énormément sur ce continent, il y en a énormément dans ce pays. Ok, donc tu aides les gens brillants à briller. Je pense. Nabou Fall, merci beaucoup. Merci. Ça a été un réel plaisir de discuter avec toi. Merci, je n'ai pas vu le temps. Je pense qu'on a discuté 1h30 à peu près. Waouh. En tout cas. Merci beaucoup. Si vous voulez suivre Nabou Fall, vous savez quoi faire. C'est Nabou Fall sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Yes. X aussi.
X, of Ça, course. X et bientôt YouTube. Ah, elle va YouTube. déchirer sur YouTube parce que ce qu'elle est en train de dire là, je suis sûr que ça va marcher. Moi, c'est mon coach YouTube qui est là en face. Ah, on va gérer ça, c'est un petit problème. Allez, merci à vous de nous avoir Merci. suivis et dites tout ce que vous pensez de ce podcast dans les commentaires. Merci Allez, beaucoup. merci et à bientôt Merci. dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Jean-Yves.